bienvenue pour la deuxième édition des rendez-vous landais de l'autisme. Vous vous souvenez sûrement, parce que je ne doute pas que vous y étiez l'année dernière, de la première édition qui avait pour titre « De l'enfance à l'âge adulte, construire son projet de vie ». Et bien cette deuxième édition, elle est consacrée entre enfance et âge adulte, savoir et pouvoir choisir sa vie. C'est donc le thème de cette deuxième édition qui accueille 200 participants, un petit peu plus que l'année dernière où les éditions sont 160. Et cette édition va se déployer comme l'année dernière, mais de façon un petit peu différente également, sur des temps de conférences, des temps d'ateliers, des présentations vidéo, aussi des temps d'échange. Et pour les échanges, soit vous pourrez prendre la parole, on vous passera un micro, soit vous avez la possibilité d'écrire des questions, d'écrire un commentaire pour pouvoir participer à ces échanges. Alors bien sûr, ces journées s'inscrivent dans le mois de landais de l'autisme. J'espère que vous avez tous perçu qu'il y a plein de choses qui se passent sur ce mois d'avril, des expos, des conférences, des films, des ateliers, des jeux, des tables rondes, etc. Et donc ces deux journées vont être un peu le reflet de ce mois sur l'autisme, et bien évidemment c'est en relation avec la journée mondiale de l'autisme. Pour initier cette journée, je vais demander à Catherine Barthélémy, elle est juste devant moi, de vous dire quelques mots. Catherine, qui est la présidente Barthélémy, qui est la présidente du comité scientifique. Chers amis, vraiment je suis très heureuse de vous dire bonjour ce matin. C'est un projet d'ampleur inédite, avec des ambitions qui sont de rassembler autour d'une génération de jeunes adultes, adolescents adultes, sur une tranche d'âge, vous savez, qui est si vulnérable, 15-25. Voilà, c'est de rassembler tout les professionnels, les familles, les jeunes, pour donner un élan nouveau à ceux qui, pour des raisons diverses, ont perdu un peu, se sont découragés, ont eu des graves difficultés. Et cette deuxième chance, elle va leur permettre de se réinscrire dans un projet personnel qui soit au cœur de nos vies. Donc merci beaucoup d'être ici. Vous allez voir qu'aujourd'hui on va à nouveau inventer de nouvelles, on va avoir des idées. Partager, c'est très important. Faire ensemble, partager et réunir nos forces pour mieux avancer. Bonne journée. Bien, pour poursuivre ce moment d'ouverture, nous allons accueillir Charles Daillot, qui est maire de Mont-de-Marsan, puis Paul Carrère, qui est vice-président en charge de l'autonomie, et Damien Sainte-Croix, directeur adjoint de l'ARS. Monsieur Daillot. Je vais faire très vite parce que je pense que vous attendez avec impatience ce qui va se passer après. Chers professeurs, merci de votre présence. Monsieur le vice-président, monsieur le directeur adjoint de l'ARS, mesdames, messieurs, madame la conseillère départementale, bienvenue à Mont-de-Marsan, bienvenue sur ce territoire pour cette deuxième édition, je crois, deuxième édition. Merci au conseil départemental, merci aussi aux associations qui sont à l'initiative de ces sujets-là. Et simplement vous dire que le territoire que je représente est complètement aux côtés du conseil départemental et du projet que vous pilotez d'un point de vue scientifique. Un projet innovant qui répond à un vrai besoin. Je voudrais saluer ici rapidement l'ensemble des professionnels, des institutionnels. Je voudrais avoir une pensée toute particulière pour les parents. Il y a sûrement des parents, il y a des parents qui créent des associations souvent. Ces parents qui, depuis des années, ont vu les choses évoluer entre des approches très psy, puis ensuite comportementales, et puis des choses qui arrivent. Et simplement dire que ce projet, il nous plaît, il est séduisant parce que on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va être un peu sur mesure, un peu hybride, un peu personnalisé, alors que sûrement il y a beaucoup de parents qui ont vécu des choses un peu trop institutionnelles, peut-être un peu moins personnalisées. Donc on s'inscrit complètement dans cette démarche et merci beaucoup de cette initiative et bienvenue à Mont-de-Marsan.
Bien, écoutez, bonjour à tous. Moi aussi, j'avais écrit sur ma petite fiche les mêmes mots que M. Barthélémy. Je suis très heureux. J'ai commencé par ça. Je suis très heureux, moi aussi, de vous voir et de vous retrouver un peu plus nombreux parce que le maître du temps est aussi le maître des chiffres, puisqu'on est 40 ou 50 de plus, a priori. Mais au-delà de ça, très heureux de vous retrouver sur cette seconde édition qui s'inscrit vraiment, je dirais, dans l'ADN ou dans le profil de la première. Alors la première c'était une journée, la deuxième c'est 2 jours, peut-être que la troisième ça sera 3 jours, on finira par une semaine, un peu à l'image des fêtes de la Madeleine, mais plus, du moins si on a le droit de les faire. Mais plus sérieusement, on s'inscrit dans un schéma où la construction de ces programmes et de ces organisations, eh bien, elle émane de la volonté des familles, elle émane de la volonté des associations, elle émane bien sûr des propositions des différents techniciens et partenaires qui font que ces journées soient réalisées. Elle émane du comité scientifique, elle émane de personnes, d'un partage de décisions, ça fait partie aussi des mots que vous avez employés. Et donc effectivement c'est une construction ensemble qui nous permet d'étayer et d'animer et de répondre à des questions qui sont des priorités du moment ou qui vont alimenter la réflexion qui sera la nôtre dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a une vraie volonté d'ouverture aux acteurs, il y a un vrai partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient institutionnels, associatifs, que ce soit des collectivités, enfin, tout le monde est là sur ce beau projet. Et moi, les mots que je voulais dire ce matin, c'est on va passer en phase opérationnelle. On en parle depuis des années. Moi, je suis assis à côté de Francis Lacoste. Ça fait des années qu'on voit les assos locales, qu'on se dit comment on peut travailler, sur quelle tranche d'âge, comment, avec qui. Et là, la question qu'on se pose, c'est on a le terrain, avec quel architecte on va construire. Donc on est à la phase projet, ça démarre. Moi, je remercie Charles Daillot au nom du département pour ce partenariat fort entre l'agglo, la mairie et clairement le territoire départemental. Il fallait la poser. Je crois qu'on a un magnifique endroit pour la poser, qui s'inscrit dans une dynamique sportive, associative, en cœur de ville. Ça aussi, je pense que c'est des marqueurs très forts. Et ça fait partie clairement des objectifs ambitieux qu'on s'était fixés. Être au cœur de la cité, être au cœur de la vie et l'insertion, elle est locative, mais elle est tout le reste aussi. Donc ça fait vraiment partie intégrante de ce projet, tu l'as bien mesuré, et encore merci. Il y a aussi clairement une volonté d'insertion au-delà de l'inclusion et de l'habitat. Et si on est là ce matin à la CCI, et j'ai remercié le président Lafitte qui sera avec nous demain et qui nous accueille aujourd'hui, c'est parce que loger les personnes qui sont en difficulté locative ou en difficulté de vie et dans une modélisation de retour à une forme d'autonomie, c'est important, mais c'est vraiment, je dirais, la portion congrue du projet. Et si on est là à la CCI aujourd'hui, c'est parce qu'on a vraiment besoin de connecter ce projet au monde économique, aux porteurs économiques, parce que l'idée c'est quoi? C'est, au-delà du logement, c'est de s'insérer professionnellement quand on peut, de retrouver une vraie vie normale et d'être des acteurs citoyens d'un village, d'un territoire. Et alors on parle beaucoup du projet Montois, mais je veux dire que ce qui est important, on est sur le premier étage de la fusée, si je puis dire. Ce qui va être très important ensuite, c'est de connecter tous les projets territorialisés que l'on souhaite, que vous souhaitez, que les associations, pour certaines de parents, veulent porter, que des institutionnels veulent accompagner, que des collectivités veulent coporter. Et il va falloir qu'on travaille à ce maillage. Alors c'est pas simple, pourquoi? Parce que, comme vous le disiez, professeur, ça relève d'une innovation territoriale complète. Il y a la tête de pont qui sera le projet Chacun sa vie, chacun sa réussite, et puis il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est la capacité créative et la traduction administrative, technique et d'ingénierie que nous serons ensemble capables de porter pour donner les moyens à des familles de réaliser des projets pour leurs enfants. Donner les moyens à des associations de piloter ces projets pour les familles, parce qu'on voit bien dans les premiers portages la difficulté qu'il y a à faire des choix, à organiser la vie de tous les jours, à travailler. Donc c'est cette connexion entre les pros, les familles, les bénéficiaires et les territoires que nous devons créer. Et c'est là que le département, c'est là que les collectivités locales doivent vraiment appuyer, nous devons nous être des facilitateurs de ce type de projet. Et moi, si je voulais faire passer un message aujourd'hui, il y a quelques élus qui sont là, il y a des collègues du département, il y a des élus locaux, il y a beaucoup d'associations qui bossent maintenant
vraiment avec nous. Il y a de très jolis projets qui sont en train de sortir de terre, alors je ne vais pas les énumérer, mais il y a celui de Saint-Perdon, il y a les maisons de Vincent, il y a Colocadi, Mort-Saint-Nouvelle, il y en a d'autres dans le nord des Landes, dans le sud des Landes, il y a Casa de los Landes à Sabre qui commence à sortir de terre complètement. Bon. Il faut qu'on arrive à maintenir cette typicité projet par projet par rapport à l'envie qu'en ont les parents, mais il faut qu'on arrive malgré tout à travailler sur un schéma de qualité, un schéma d'organisation médico-sociale, à travailler un réseau d'animation, de connexion territoriale. Et c'est là où nous, départements, avec les moyens que l'on a mis en place, mais avec des moyens qu'on devra imaginer mettre en place, parce que l'ingénierie départementale ne va pas être taillée, si je puis dire, pour l'enjeu. Et il faut qu'on arrive à travailler, nous aussi, à mettre en face de chaque projet des partenaires techniques qui pourront accompagner qui sur l'architecture, qui sur l'ingénierie financière, qui sur la réalité médico-sociale, pour que ces beaux projets ne deviennent pas des enfers territoriaux et ne soient pas de vraies difficultés de survie plutôt que des beaux projets de vie. Moi, j'attire l'attention, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je pense qu'on a une impérieuse nécessité d'être bon sur les premiers modèles pour que d'autres arrivent et pour faire en sorte malgré tout qu'il n'y ait pas qu'un seul modèle, qu'il y ait différents modèles en fonction de la réalité du portage de chacun. Voilà moi un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est clairement un projet de tête de pont qui sort de terre, donc ça c'est génial. On en parle virtuellement, tout le monde était pressé, on se faisait même un peu gronder en disant bon vous en parlez mais quand c'est que ça sort, ça va sortir. Et il faut maintenant le mailler, le travailler pour qu'il y ait des réseaux et que chacun sur son territoire puisse avoir chacun sa réussite et chacun sa vie le mieux possible. Je vous souhaite 2 belles journées de travail. Je remercie Philippe pour l'animation qu'il va faire les 2 jours et la connexion. Et je remercie enfin l'ensemble des partenaires, des scientifiques, des différents partenaires qui vont venir animer ces 2 jours de travail, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux. J'ai échangé avec notre ami hollandais il y a quelques minutes et on aura d'autres connexions en visio dans les prochains jours. Donc travaillez bien et puis on est à vos côtés pour y arriver. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Monsieur le Vice-président, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire, chers élus, chers présidents d'associations, directeurs d'établissements, Madame la présidente du conseil scientifique, chers usagers, chères familles, chers aidants, chers tous. Je suis très heureux moi aussi et très fier d'être présent aujourd'hui pour représenter le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, M. Elbod, et son directeur départemental, M. Jalleran, pour ces deuxièmes rendez-vous de l'autisme dans les Landes. Comme vous le savez, depuis 2005, l'ARS et le gouvernement essaient de déployer des plans qui se succèdent pour améliorer l'accompagnement et la prise en charge des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Donc, vous connaissez les 5 engagements classiques autour de l'approche scientifique, de l'inclusion scolaire, de l'inclusion, de l'exercice de la citoyenneté et de l'engagement auprès des familles. La prochaine stratégie nationale de l'autisme est en cours de conception. Il devrait y avoir des annonces prochainement et a priori, il y a une volonté certaine d'appuyer encore plus sur ces axes et d'améliorer encore une fois l'accompagnement des personnes atteintes de ces troubles. On attend avec impatience les annonces. Quoi qu'il en soit, au niveau départemental, nous avons réussi à construire une dynamique et une coordination entre les différentes instances publiques qui est pour moi remarquable et qui est un des prérequis pour mettre en place ces politiques et ces stratégies de façon cohérente et de façon adaptée en fonction des besoins des territoires mais aussi des usagers. Cette articulation, elle est illustrée notamment par ce projet Chacun sa vie, chacun sa réussite, qui a été attribué du coup à l'association Algérie et qui verra jour sortir à terre, comme ça a été dit, pour une partie dans les prochains mois et plus concrètement dans un deuxième temps. On travaille justement en coordination très étroite avec le conseil départemental pour accompagner cette montée en charge progressive. Qu'il n'y ait pas un effet on-off et qu'on puisse, que finalement, toute l'ambition qu'il y a derrière ce projet puisse dès à présent diffuser sur le territoire et
et alimenter les réflexions et les projets qui sont déjà dans les starting blocks, qui sont déjà en train d'être réfléchis et dont la mise en œuvre est prochaine. Donc je salue l'initiative du conseil départemental de vraiment porter cette dynamique et de se positionner en coordinateur local des différentes initiatives. On s'associe pleinement en tant qu'ARS et État à cette dynamique. L'année 2023 va être une année particulière, donc il y aura en effet cette stratégie nationale qui sera annoncée, mais selon nos pressentis, en tout cas les premiers travaux qu'on a pu mener cette année, elle sera placée sous le signe de l'emploi accompagné et de l'insertion par le travail, car il y a déjà des projets et des initiatives qui sont commencées, et qui sont en réflexion et qui nécessitent vraiment un accompagnement proche et de proximité de l'ARS et du conseil départemental. Le pilotage au niveau départemental de ce dispositif d'emploi accompagné est aussi une opportunité pour essayer de construire le plus précisément possible et de façon plus adaptée les réponses aux besoins des territoires et des populations. Donc je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps, on a encore beaucoup de travail sur la planche. Je remercie l'initiative du conseil départemental et la participation de chacun à tous les projets, à toutes les réflexions qui vont se mener aujourd'hui et demain et tout au long de l'année. Je vous souhaite donc de très bons rendez-vous de l'autisme et que les échanges soient riches et fructueux. Merci à vous. Oui, qui m'a mis le micro dans ce sens-là? C'est une blague de l'État. Je vais vous donner quelques informations sur cette journée. Déjà quelques éléments de programme. Alors le programme, je sais, vous l'avez lu, vous l'avez appris par cœur. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'interro. Simplement, ce matin, nous allons avoir 3 interventions importantes. Vous avez entendu parmi les mots-clés, les termes d'inclusion, de citoyenneté, d'emploi qui étaient évoqués. Mais il y en a un autre qui est très important et qui est important depuis le début, auquel je crois et beaucoup de gens aussi, c'est la recherche. Et dès qu'il y a un projet à caractère expérimental, il faut qu'il y ait de la recherche. Il faut qu'il y ait de l'évaluation et de la recherche, et une recherche qui soit sérieuse et rigoureuse. C'est pour ça que cette matinée va être consacrée à la recherche. Cet après-midi, vous pourrez respectivement aller dans les ateliers. Je reviendrai sur les ateliers juste avant le repas, parce que juste avant le repas, c'est encore le bon moment où je peux vous parler. Et puis demain, il y aura une synthèse, en début de matinée, une synthèse de ces ateliers avec Roger van der Gaart, que vous connaissez déjà si vous êtes venu l'année dernière. Et puis nous aurons des interventions relatives à l'emploi, effectivement. Et aussi il y a des expériences d'ici dans les Landes et des expériences de plus loin, par exemple, à Papageno dans les Pays-Bas. Et puis à 15h30 précise, nous nous y sommes engagés. Il y aura les discours de clôture, notamment de Madame Barthélémy, notre présidente du conseil scientifique, parce qu'elle aura un train à prendre et nous ne voulons pas qu'elle rate son train. Quelques petits mots d'information pratique et de recommandation. Alors, certains d'entre vous, on vous a donné un badge à l'arrivée rapidement pour la fluidité de l'entrée, mais du coup, vous n'êtes pas passé à l'accueil pour laisser vos coordonnées, un mail par exemple, hein, parce que après on peut être amené à vous donner des documents, des choses comme ça, et puis on puisse vous donner des informations. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est très importante, c'est que pour les personnes concernées, directement concernées par ces journées, les personnes qui sont porteuses de troubles du spectre de l'autisme, il y a une salle de repos qui leur est réservée, mais qui leur est réservée uniquement pour eux. Cette salle de repos, elle est à l'étage, c'est fléché. Quand on sort, on trouve une petite signalétique, c'est en dessous, là, voilà. Donc cette salle de repos, elle est aujourd'hui et demain à votre disposition, si vous êtes véritablement concerné par cela. Autre point, je remercie les étudiants de l'IFD ITS d'assurer la prise de notes
sur ces 2 journées, notamment sur la partie atelier, toujours des parties très riches. Vous avez peut-être remarqué des caméras, ça veut dire que les conférences de cette journée vont être filmées et on peut espérer donc que cette captation après puisse être mise à disposition. Vous n'êtes pas filmé. Voilà, je vous rassure pour ceux qui se sont dit « Ah, bah, si j'avais su, je me serais peut-être fait différemment. » Non, nous oui, vous pas. C'est comme ça. Voilà. Le buffet du déjeuner, il est ouvert à l'ensemble des participants. Si vous avez un petit badge comme moi, eh bien vous êtes invité à ce buffet. Et puis je le redis aussi, si vous souhaitez à un moment donné poser une question, il y aura des moments d'échange, ce sera le bon moment, bien vous levez la main, un micro viendra vers vous, ou si vous n'aimez pas lever la main, vous n'aimez pas trop prendre la parole, eh bien vous avez des petits papiers, un crayon, et vous faites passer ces petits commentaires aux questions, et j'en serai le porteur. Et j'essaierai de porter au mieux vos questions. Alors, donc, ce matin, et cette matinée est consacrée à la recherche. Et nous avons 3 intervenants. Nous avons comme intervenant Paul Olivier, qui interviendra en premier à cette tribune. Puis après, nous aurons le professeur Caroline Demilly. Je vous présenterai à ce moment-là. Et puis on fera une petite pause. On fera une petite pause de 15 minutes avant que n'intervienne Agerati, qui est également assis avec nous au bas de cet amphi. Voilà. Alors je vais, Paul Olivier, je vais vous donner la parole, je vais vous céder le pupitre. Alors, comme on m'a dit que j'étais maître du temps, on m'a gentiment ramené ça. Voilà, donc c'est vrai que voilà, je suis cette maîtrise du temps. Paul Olivier, il est chef de projet du GIS, et le GIS est un réseau de recherche transdisciplinaire consacré à l'autisme et aux troubles neurodéveloppementaux. Bonjour à toutes et tous. Un grand merci au département des Landes pour cette superbe opportunité, à la municipalité de Mont-de-Marsan, pour très heureux et très fier sur le plan personnel de pouvoir vous présenter aujourd'hui le GIS, le groupement d'intérêt scientifique autisme et troubles du neurodéveloppement. C'est un réseau de recherche et vous présenter en quoi les actions qui sont menées sous la direction du professeur Catherine Barthélemy depuis un peu plus de 3 ans maintenant permettent de dynamiser la recherche en réseau au bénéfice des personnes concernées et des familles. Alors, à la lecture de cet intitulé, vous êtes en droit de poser 2 questions. Voilà. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on cherche à fédérer la recherche sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement? Et puis la deuxième question, quel est l'intérêt de structurer la recherche en réseau? 2 questions qu'on me pose très souvent. Et c'est 2 questions super pertinentes. Alors, je ne sais pas dire de bêtises, il y a des grands professeurs de médecine aujourd'hui. Auparavant, la situation était... alors pourquoi est-ce qu'on cherche à réunir la recherche sur l'autisme et les autres troubles du développement? Alors, selon les classifications internationales les plus... Je ne vais pas être trop techno, je vous rassure, mais selon les classifications internationales couramment utilisées, hein, le DSM-5 par exemple, les troubles du neurodéveloppement distinguent différentes situations. Alors on a les troubles du spectre de l'autisme, on a le TDAH, le trouble de développement intellectuel, etc. Et donc c'est une vision dite catégorielle où les individus sont finalement classés, bien rangés entre guillemets, sur la base de symptômes dans des situations qui sont distinctes. Et cette vision, qui a eu cours pendant très longtemps, a poussé les communautés de la recherche et les interventions qui en découlaient à travailler en silo, de manière isolée. Alors, le paradigme il a changé, et puis parce que la pratique de vie quotidienne, ce qu'on observe en vie quotidienne, dans les services cliniques, etc., c'est que en fait, les personnes se répartissaient de manière un petit peu différente, c'est un peu plus complexe. La réalité, c'est plutôt celle-là. Voilà. C'est un peu plus compliqué en réalité. Les troubles du neurodéveloppement ne sont pas bien rangés comme ça, comme dans des boîtes à chaussures. Les troubles sont fréquemment co-occurrents, ils sont fréquemment associés, on parle de comorbidité, moi j'aime pas trop le terme, mais sont souvent associés chez un même individu et se majorent les uns les autres. Et pour rajouter de la complexité à la complexité, ils évoluent tout au long de la vie. Donc, cette situation, finalement, a montré les limites de l'approche précédente,
catégorielle et depuis plusieurs années maintenant, la recherche et les interventions s'inscrivent dans un modèle dit dimensionnel, hein, des individus qui sont une somme de dimensions extrêmement nombreuses, extrêmement complexes. Et le fait que finalement les différents troubles du neurodéveloppement sont souvent associés chez un même individu, eh bien, pousse à émettre l'hypothèse qu'il existerait des mécanismes, qu'on dit physiopathologiques, génétiques, cellulaires, moléculaires, qui seraient communs et qui pourraient intervenir très tôt durant le développement ou à différentes périodes critiques de la vie, notamment l'adolescence. Donc au final, eh bien, les troubles du neurodéveloppement, c'est un spectre de situations extrêmement diverses, et donc c'est pour ça qu'il est utile de fédérer la recherche sur l'autisme et les autres troubles du neurodéveloppement pour éclairer des mécanismes et permettre la mise en œuvre d'interventions qui doivent être personnalisées, adaptées à chacune des situations. Donc voilà, ça c'était la première question. Alors, pourquoi un réseau maintenant? En fait, pour faire face à cette grande complexité, il est nécessaire de mener les études scientifiques les plus larges, et donc un réseau permet cela. Comme le dit souvent le professeur Catherine Barthélémy, un réseau sont des autoroutes pour faciliter la collaboration scientifique, et donc l'idée c'est que ces études doivent être transdisciplinaires et permettre de mettre en lien, un réseau permet, comme le GIS, permet de mettre en lien donc, des expertises qui sont complémentaires. Alors, promouvoir cette recherche transdisciplinaire, c'est top, mais il faut qu'elle fasse sens au regard des besoins, des priorités du quotidien, des personnes concernées, des familles. Et donc, je vais vous exposer également, juste après, comment le GIS œuvre à connecter cette recherche aux priorités du quotidien, et notamment via le développement de la recherche participative. Et puis, alors, c'est aussi une opportunité pour la formation des jeunes chercheurs via des mobilités internationales. Et puis, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, souvent en termes de recherche, développer la recherche, des interventions, ça coûte de l'argent. Et il est nécessaire, grâce à un réseau, ça permet aux chercheurs et à leurs partenaires du médico-social, cliniciens, associatifs, d'acquérir une visibilité supérieure, une masse critique supérieure, plus de visibilité pour porter des messages avec plus d'impact, mais aussi, parce que c'est le nerf de la guerre, je l'ai dit, agréger des moyens financiers supplémentaires. Et donc c'est pour ça que le GIS, le groupement d'intérêt scientifique, a été créé donc, fin 2019, dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, qui, comme vous l'avez dit, donc, a pris fin en fin d'année dernière et donc devrait être renouvelé selon des annonces en mai prochain, avec l'objectif de remettre la science au cœur de la politique publique en dotant la France d'une recherche d'excellence. Alors, ce GIS, on a eu beaucoup de chance, donc moi j'en suis le chef de projet. Il a été créé, donc j'ai commencé cette mission il y a un peu plus de 3 ans, et lorsque le GIS a été inauguré, on a eu la chance de bénéficier d'un réseau préexistant qui était déjà dirigé à l'époque par le professeur Catherine Barthélémy, qui entre 2017 et 2019 a fédéré un réseau de 58 équipes de recherche sur l'autisme, le réseau recherche autisme à Visan, les points bleus sur cette carte, et donc la mission du GIS a été d'étendre ce réseau à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, donc troubles du spectre de l'autisme, TDAH, troubles 10, troubles du développement intellectuel. Et donc, il faut le dire que les équipes de recherche ont été extrêmement volontaristes. On ne nous dit jamais non lorsqu'on va solliciter une expertise scientifique. Et grâce à ce dynamisme, le réseau il a plus que doublé de taille. Il est désormais présent sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Donc les nouvelles équipes, les étoiles en bleu ici, qui enrichissent le réseau et le portent à près de 130 équipes, 127 à l'heure actuelle, sur le territoire. Donc c'est un réseau qui fédère la communauté de recherche sur l'autisme et les autres troubles du neurodéveloppement. C'est 700 chercheurs, c'est un réseau qui est international, avec des collaborations avec plus de 400 équipes à travers le monde. Et ce dynamisme, il se traduit par un boost des découvertes scientifiques, qui se traduit par une augmentation de la production qui est validée par la communauté internationale, donc des découvertes validées par la communauté internationale, qui fait l'objet de publications scientifiques et qui a augmenté de 40% depuis 2017, année donc d'initiation des travaux de structuration de la recherche en réseau. Et puis vous avez les logos d'associations, nos associations partenaires en haut à droite. On va le voir que c'est un travail qui est mené, qui est nourri directement par le partenariat avec ces acteurs qui sont centraux. Alors, ça s'est traduit également en termes d'indicateurs, on a une très jolie courbe comme ça. En termes de financement, on a quelque chose qui alors, à première vue, semble spectaculaire, hein, depuis donc, la création du GIS en 2019. Et lorsqu'on regarde les financements des projets de recherche sur les troubles du neurodéveloppement
qui sont financés par donc, un agence de financement qui s'appelle l'ANR, qui est le principal financeur de la recherche nationale. On voit qu'on partait de très très bas, c'était environ 5,5 millions d'euros en 2019 pour l'ensemble des projets de recherche sur le neurodéveloppement qui étaient sélectionnés et financés. Et donc ça a plus que triplé en 5 ans. On arrive à près de 17 millions d'euros en 2022. Donc c'est super intéressant, où on partait d'extrêmement bas et donc on a une impulsion qui se traduit en termes de moyens financiers supplémentaires. C'est un résultat qui est spectaculaire comme ça, il faut quand même relativiser, on reste extrêmement modeste. 17 millions d'euros sur l'ensemble sur les 30 projets de recherche du neurodéveloppement qui ont été financés par l'ANR. 17 millions d'euros, vous pouvez mettre ça au regard d'un projet européen, un projet financé par l'Union européenne, c'est 10 millions d'euros. Donc voilà, il y a encore du boulot, il y a encore du travail. Hein. On est encore très très loin de ce qui serait nécessaire pour financer la recherche à la hauteur des enjeux. Néanmoins, il y a une impulsion qui est intéressante et dans le cadre des perspectives, le GIS sera vraiment attentif à ce que cette dynamique puisse se poursuivre de manière favorable. Alors, je l'ai dit, il faut que la recherche soit éclairée par les réalités du terrain pour qu'elle réponde aux priorités des personnes concernées et des familles. Et donc pour cela, le GIS porte au cœur de ses actions le développement et la concrétisation de ce qu'on appelle la recherche participative. La recherche participative, c'est la recherche qui inclut, et ça peut être dès le début du projet, dès le design du projet, la participation des personnes concernées elles-mêmes, des familles ou de leurs représentants associatifs. Et donc pour cela, professeure Catherine Barthélémy a proposé de réunir les 12 associations du Conseil national de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement au sein d'un comité dédié au sein du GIS qui s'appelle le GRAPS. En recherche, on adore les acronymes. Alors GRAPS, c'est pour Groupe de réflexion des associations de personnes concernées pour la science. Et en fait, ce nom, c'est parce que on a proposé à ces associations de se réunir autour de thématiques transversales communes à l'autisme et aux autres troubles du neurodéveloppement. On a ce GRAPS, donc ces 12 associations donc, ont été à l'initiative de groupes de travail qu'on appelle des focus groups qui sont multidisciplinaires, qui réunissent associations, chercheurs, cliniciens, puis tout acteur de terrain, celle du médico-social notamment, éducateurs, avec l'idée donc d'entamer une réflexion sur une problématique transversale, co-construire un événement scientifique, un par an, et puis que ce soit le point de départ d'action de recherche. Alors, la méthodologie, c'est la suivante. Donc, le GRAPS travaille sous la forme de cycles annuels de travaux, des cycles d'1 an. À l'initiation de ces travaux, le GRAPS détermine une thématique transversale, une thématique prioritaire. Alors au début, évidemment, les associations qui travaillaient sur différents troubles du neurodéveloppement se disaient que ça allait être compliqué de trouver un terrain d'entente. On a été assez surpris avec Catherine, nous on avait quelques idées, mais le trouble, la thématique prioritaire qui est sortie au début des travaux, c'était le sommeil, de manière quasi unanime, les troubles du sommeil. Donc, il y a une réflexion qui a été entamée, des axes de travail qui ont été définis, les différentes parties du colloque ont été co-construites par ces groupes de travail qui réunissent associations professionnelles de la recherche et des interventions, des réflexions sur des perspectives de recherche, et puis un colloque a été organisé, à la suite de cette année de travaux, il y a un colloque qui est organisé qui est le point de départ d'action de recherche. Alors concrètement, ça donne quoi ? Concrètement, donc 2020-2021, la thématique prioritaire, ça a été sommeil, le sommeil. Une problématique qui est commune à l'autisme et aux autres troubles du neurodéveloppement, les troubles du sommeil, le sommeil qui est souvent impacté. Donc il y a une année de travaux qui a donné lieu à l'organisation d'un webinaire, on était encore en période de Covid en 2021, avec l'émergence de priorités de recherche pour le développement notamment de solutions technologiques pour améliorer le suivi longitudinal, le suivi du sommeil en conditions réelles sur le long cours des personnes concernées. Et ça a été le point de départ d'un réseau de recherche et de formation sur ces questions pour améliorer la formation des cliniciens de demain sur cette problématique des troubles du sommeil. Alors, les travaux ont été poursuivis. On a initié un deuxième cycle de travail l'année dernière qui cette fois portait sur la problématique des apprentissages. Et les apprentissages tout au long de la vie, donc une thématique extrêmement ambitieuse,
apprentissage des enfants à l'école, mais apprentissage tout au long de la vie, à tous les âges de la vie, dans tous les contextes de vie, à la maison, en institut spécialisé, au travail. Donc là encore, ça a donné lieu à l'organisation d'une journée grand public en juin dernier donc, à Paris, à la Cité internationale universitaire. 2 priorités de recherche qui ont émergé, le développement encore une fois des outils numériques, et ça va poser toute la question de l'implémentation et du transfert vers l'innovation pour opérationnaliser ces solutions-là. Et un enjeu majeur, l'état des lieux réalisé a montré qu'il y avait un manque énorme de recherche et d'intervention qui en découlait, qui incluait, qui était réalisé au bénéfice des personnes adultes avec TND, et notamment des cas les plus complexes. Donc les travaux se poursuivent actuellement avec l'idée donc de poursuivre et de réduire la focale en se concentrant sur la recherche, fédérer la recherche pour le développement des capacités des personnes adultes et notamment des personnes adultes en situation complexe au regard de leurs particularités fonctionnelles, notamment leurs particularités sensorimotrices. Donc sur le territoire, l'état des lieux qu'on a réalisé jusqu'à présent et qui n'est pas encore terminé montre qu'il y a des forces, de la recherche, hein, notamment le iMind, dont Caroline Demillet est la coordinatrice, qui est un centre d'excellence qui est spécialisé sur la recherche sur les troubles du neurodéveloppement des adultes donc avec troubles du neurodéveloppement. Et donc les travaux viennent de s'initier. On vous donne rendez-vous donc le 30 mai 2024 à Paris pour la 3e journée sur cette thématique. Alors très rapidement, pour vous dire que ces travaux, ils ont été reconnus par leur pertinence et leur originalité dans le champ des troubles du neurodéveloppement par un conseil scientifique international indépendant de très très haut niveau qui est présidé par le professeur Courchaine, qui est basé à San Diego, et très vite qui appelle à poursuivre ces travaux, à les développer, à les ouvrir à l'international, et notamment une communauté de recherche francophone au Québec, en Suisse, en Belgique, tout à fait pertinente pour nous aider à aller plus loin. Et puis ils reconnaissent également la pertinence de développer beaucoup plus de projets incluant et au bénéfice des personnes adultes avec troubles du neurodéveloppement, puisqu'en effet, les enfants avec troubles du neurodéveloppement deviennent des adultes et ils ne doivent pas être exclus de cette thématique. Je terminerai simplement pour vous remercier, très très heureux d'être dans les Landes et d'être parmi vous aujourd'hui. Un grand merci à on a un duo de directrice-directeur adjoint, Catherine Barthélemy, notre directrice, Pierre Gressens, qui est notre directeur adjoint, qui est neuroscientifique, travaille à l'hôpital Robert Debré. On a une super assistante, Valérie Maillard, sans qui toutes les actions réalisées, je n'ai pas pu tout vous présenter, ne pourraient pas avoir lieu. Si vous souhaitez en savoir plus, on a un site internet, autisme-neurodev.org, et moi je serais ravi de répondre à vos questions et à vos sollicitations durant cette journée, ces 2 jours. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Très très bien. Eh bien, nous allons poursuivre avec Caroline Demilly. Alors, si vous prenez des notes, c'est très très bien. Hein. Les notes, parce que j'ai vu que là, certains essayaient de dessiner tout ce qu'ils voyaient à l'écran. Mais on vous enverra les diapos. Mais enfin, ceci dit, écrire, c'est bien, ça permet de mémoriser, c'est bien aussi. Voilà. Alors, donc, nous allons accueillir le professeur Caroline Demilly, qui est praticien hospitalier en psychiatrie à l'université Claude Bernard à Lyon 1. Voilà, qui dirige le centre iMind dont parlait Paul-Olivier tout à l'heure, et qui a reçu, ce centre a reçu le label Centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Et c'est un des premiers centres, ou c'est le centre de recherche en France qui traite spécifiquement des problématiques des adultes et aussi les transitions vers l'âge adulte dans une démarche inclusive. Alors, vous avez choisi de déambuler. Voilà, et vous renouez avec une pratique ancienne qui était les philosophes grecs anciens qui, avec leurs élèves, déambulaient comme ça. Voilà. Et c'était une très belle manière d'apprendre que de le faire en mouvement. Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à communiquer dans cette belle journée. Et je trouve que le public qui associe le politique, les scientifiques, les personnes concernées, les familles, les médecins, eh bien tout cela est d'excellent augure pour la prise en charge de l'autisme. Et je crois que c'est peut-être ce qui nous manquait en France, c'est que l'on puisse tous se rassembler
autour de communication scientifique, autour de moments comme celui-ci, pour faire véritablement avancer les choses. Donc, je suis d'un naturel optimiste, de manière générale, mais vraiment, ce qui se passe aujourd'hui me fait vraiment très très plaisir. Alors, on m'a demandé de communiquer au sujet de la recherche participative. C'est vrai que la recherche participative, on essaie, en collaboration avec le GIS, comme Paul-Olivier vient de le préciser, de le développer en France. Et il me semble aussi que lorsqu'il y a de très belles initiatives, comme celle que vous allez construire ici, eh bien, il est important d'implémenter la recherche, parce que la recherche peut montrer que ces dispositifs fonctionnent, et donc peut inciter aussi à leur réplication sur le territoire français. Donc tout cela est très important. Alors, on va faire un bref rappel ensemble de ce qu'est véritablement la recherche participative, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et puis finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, on va reprendre un petit peu l'historique de ce qu'est cette recherche qui fait intimement participer les personnes concernées. La recherche participative, ce sont tout d'abord des sciences citoyennes qui permettent une collaboration qui est vraiment intense et initiale entre les acteurs de la recherche, les médecins, les scientifiques, mais également les usagers et les associations. La collaboration qui est intense est un élément important parce que ça veut dire que tout le processus de recherche va être co-construit. Et ça, c'est ce qui fait un petit peu la différence avec la recherche telle qu'on l'a envisagée traditionnellement. C'est qu'au départ, la recherche était construite complètement selon des protocoles scientifiques ou médicaux, et puis à la fin, on sollicitait éventuellement les usagers ou les associations pour participer à la recherche. Aujourd'hui, cette co-construction, elle part de l'élaboration de projets de recherche. Toutes les étapes du protocole expérimental sont co-construites entre les usagers et les scientifiques, ainsi que l'exploitation des résultats. Alors bien sûr, la recherche participative a un fort potentiel de transformation sociale, puisqu'on va avoir des questions de recherche qui vont vraiment répondre aux besoins des usagers dans une forme de, finalement, démocratisation de la science. Et dans la stratégie actuelle, autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, il y a vraiment l'idée de mettre la science au cœur du soin. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus la science qui soit réalisée dans les laboratoires, sans déclinaison pour les personnes dans leur quotidien. Aujourd'hui, véritablement l'idée, et la recherche participative, justement, s'associe à cet élan, c'est que la recherche qui est faite dans les laboratoires ait une déclinaison dans le quotidien des personnes concernées en particulier pour ce qui nous intéresse par l'autisme. Alors, les premiers pas de la recherche participative, c'est en Afrique qu'elle est née. Elle est née en Tanzanie, plus particulièrement, avec des recherches anthropologiques dès les années 70 qui ont impliqué les habitants des villages. Donc en fait, la recherche participative est née des sciences humaines et sociales, elle n'est pas née en médecine. Et puis bien sûr, le mouvement a été amplifié par le VIH, qui véritablement, cette maladie, avec les personnes qui en étaient atteintes et qui ont revendiqué vraiment de manière importante, en manifestant, tel que vous le voyez ici, de faire partie des protocoles scientifiques. Et ce sont des associations comme ACT UP, par exemple, qui ont vraiment ouvert le chemin, en France, mais aussi au plan international, de la recherche participative. Et puis ensuite, il y a d'autres domaines qui ont été intéressés, notamment le cancer du sein, avec un certain nombre de femmes qui se sont saisies des thématiques de recherche et qui ont revendiqué de ne plus être de simples usagers inclus dans des protocoles de recherche, mais vraiment que la recherche puisse répondre à leurs questions de femmes atteintes par cette maladie. Donc, finalement, ce travail co-construit, qui a commencé donc, dès les années 70, puisque c'est pas si récent que cela, la recherche participative, on
parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est un phénomène ancien, eh bien, a très rapidement combiné de manière assez complexe, on verra que ce n'est pas si facile que cela non plus de faire de la recherche participative, l'investigation sociale, l'éducation, l'action, dans un processus clairement interdépendant. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, la recherche participative va dans le sens, en particulier dans le champ de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, va dans le sens du renforcement positif des personnes, de l'autodétermination, mais aussi d'un meilleur fonctionnement institutionnel et d'une sensibilisation du public et des professionnels à la démarche participative. Et ça sous-entend un changement de posture important. Parce que les chercheurs et les médecins qui exercent aujourd'hui dans les laboratoires ne sont pas formés à la recherche participative. Et ça n'est pas si facile que cela pour des scientifiques de voir des personnes concernées leur adresser directement des questions et participer à l'élaboration du programme de recherche. Traditionnellement, nos chercheurs aujourd'hui, nos médecins, dont je fais partie, nous n'avons pas été formés à ça. Et des personnes concernées qui nous disent non, c'est pas comme ça. Non, nous, on n'est pas d'accord. Ce programme de recherche, il ne peut pas se faire comme ça. Eh bien, c'est un changement de posture pour nous. C'est une nouvelle gymnastique. Et donc, on va le revoir. Ça sous-entend de la formation, qui est la clé de la réussite de la recherche participative, la formation des personnes concernées, des associations, parce qu'on ne peut pas participer à un programme de recherche de manière éclairée si on n'est pas formé. Et réciproquement, ça nécessite la formation des chercheurs et des médecins. Parce que nous-mêmes aujourd'hui, devons être formés à ce changement de posture, qui n'est pas évident. Alors, une enquête HAS qui a été publiée en 2019 a essayé de faire le point sur les leviers et les freins des démarches participatives. Alors, du côté des leviers, ce qui pourrait donc faciliter le développement de la recherche participative en France, eh bien, on a tout d'abord l'idée de pouvoir lever les contraintes qui pèsent sur les associations, mieux faire connaître les projets et la recherche participative aux instituts de recherche, pour que ces instituts de recherche-là puissent s'en saisir efficacement, notamment dans les appels à projets. Peut-être aussi qu'il est temps que les usagers et les associations intègrent pleinement les comités de pilotage de la recherche. Alors c'est vrai qu'il y a la tendance à investir les usagers et les associations dans un certain nombre d'organismes décisionnels, mais l'idée véritablement que les usagers intègrent les comités de pilotage du CNRS, de l'INSERM, c'est un levier important pour la recherche participative. L'idée aussi, et c'est le cas aujourd'hui, d'impliquer les collectivités territoriales, les mairies, les départements, c'est important aussi. Et puis peut-être qu'il faut, et ça passera par l'intégration des usagers dans les comités de pilotage, il faut repenser l'évaluation de la recherche. Et peut-être que l'idée d'avoir une recherche qui est très translationnelle, c'est-à-dire une recherche pensée avec les usagers, pour les usagers, et qui va venir modifier leur quotidien, eh bien, ça doit être un critère absolument indispensable de la recherche en 2023. Alors, du côté des freins qui ont été mis en évidence, c'est tout d'abord la charge financière de la recherche participative, parce que tout cet investissement a un coût. Ça demande aussi une disponibilité plus importante des professionnels. Parce que, on reverra avec quelques exemples de recherche participative qui ont pu être menées à Lyon,
la recherche participative est une slow science. Ça prend du temps. Faire participer les usagers à chaque étape, ça prend du temps. Et aujourd'hui, parfois, on n'a plus le temps dans la recherche. Parce qu'il y a quand même une notion de rentabilité de la recherche. Rentabilité en termes de publication, rentabilité en termes de mise en place de protocoles. Et on a quand même à nous adapter au rythme des usagers. Ça prend du temps. Et les médecins, les chercheurs qui veulent faire aboutir leur projet, le temps pris, ça peut être un frein à la recherche. Et puis, le frein peut être aussi le positionnement de chacun. Que chacun trouve sa place de manière respectueuse. Que la place de l'usager, son savoir expérientiel, les questions qu'il va poser aux chercheurs au regard de son quotidien, doit trouver sa place. Et le scientifique, avec son apport théorique, doit aussi retrouver sa place. Donc tout ça, ça demande du temps, peut-être de la recherche aussi, de la recherche sur la recherche participative, et en tout cas de la formation. Alors il y a notamment en Grande-Bretagne, où la recherche participative est plus avancée que sur notre territoire. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place pour essayer vraiment de valoriser cet élan, avec le fait de souligner que cette recherche permet vraiment de réunir la théorie et la pratique, mais permet aussi d'aller cibler des thématiques qui sont marginalisées. Et c'est vrai que lorsque l'on veut investir un champ de recherche dans le cadre de l'autisme, eh bien les idées qui vont venir spontanément du côté des chercheurs ne sont pas forcément les besoins des usagers. Et du côté des besoins des usagers ou des associations, on a effectivement parfois des groupes marginalisés ou des idées qui ne viendraient pas forcément à l'idée des chercheurs spontanément. Par exemple, lorsque l'on a co-construit avec les associations le centre d'excellence iMind à Lyon, on avait beaucoup travaillé aux thématiques qui leur semblaient importantes. Et on a des thématiques notamment autour des populations précaires, leur lien avec l'autisme, les personnes incarcérées, les personnes sans domicile fixe. Et quand on fait de la recherche sur l'autisme, eh bien penser autisme ou trouble du neurodéveloppement, TDAH, trouble du développement intellectuel, on ne va pas spontanément penser aux personnes sans domicile fixe, on ne va pas forcément penser aux personnes incarcérées, alors que c'est une des questions que se posent les associations. Alors l'idée, c'est vraiment d'être partenaire, d'avoir un dynamisme de cette communauté. On va revoir quelques exemples de ce qu'on a pu développer. Moi, je trouve que c'est une formidable aventure humaine. C'est vraiment très très bien de pouvoir s'y investir. Et puis, vraiment à toutes les étapes, le design, l'interprétation des données, la vision translationnelle et le développement de partenariats, tout cela doit être finement co-construit. Alors, il y a quelques publications internationales qui sont une réflexion sur le savoir participatif en autisme dans la recherche. Ce qui ressort des besoins des associations et des personnes qui s'investissent dans la recherche participative, c'est déjà de ne plus considérer l'autisme de manière stigmatisée dans la recherche. Parce que c'est vrai que l'autisme dans la recherche est toujours vu comme un déficit en théorie de l'esprit, un déficit en empathie, et n'est pas vraiment considéré parfois dans ses potentialités. Donc, une des demandes adressées par la communauté des personnes concernées, des associations, c'est d'avoir peut-être une réflexion sur les points forts en autisme, et peut-être pas forcément toujours le voir de manière déficitaire. Et puis de pouvoir avoir des protocoles de recherche qui construisent sur les forces et les ressources des personnes.
Par exemple, il y a une étude qui a été publiée assez récemment qui a montré que pour faire donc c'était un protocole de recherche en IRM fonctionnel fait chez les enfants autistes qui a fait participer les parents. Donc c'était vraiment une recherche participative avec les parents à toutes les étapes. Eh bien, en incluant le savoir parental, ils n'ont pas eu recours à l'anesthésie. C'est-à-dire que les chercheurs, en s'aidant des parents, n'ont pas eu besoin d'anesthésier les enfants pour réaliser ces IRM. Donc il y a vraiment une construction très intéressante. Alors quelques exemples de ce qu'on a pu mettre en place à Lyon. Donc on a une des thématiques aussi qui avait émergé dans la construction du projet de iMind, c'était la question de la parentalité dans l'autisme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les mamans, les papas autistes sont encore stigmatisés. Et par manque de connaissances des personnels qui les accompagnent, sont parfois encore à tort considérés comme insuffisants. Et il y a eu quelques exemples qui ont défrayé la chronique, et d'autres exemples malheureusement restés confidentiels, de placement abusif d'enfants parce que les mamans ou les papas n'étaient pas reconnus dans leurs compétences. Et donc l'idée qui a émergé, c'était de faire un peu un état des lieux scientifique des connaissances portant sur la parentalité en autisme chez des personnes susceptibles d'accompagner ces familles. Et ça, c'était une demande forte des associations, notamment de l'association Autisme France. Donc on s'est réunis, alors on s'est rendu compte après qu'on était un groupe de femmes, des messieurs, on n'a pas respecté la parité. Donc on s'est réunis toutes les 5, et bon, ça a été un long travail, hein, ça fait 18 mois qu'on travaille très régulièrement en visio sur ce sujet. Donc avec Marine Dubreuc, qui est sage-femme, qui travaille donc à Saint-Étienne. On a travaillé avec Danielle Langlois, qui est présidente d'Autisme France et qui est maman d'un enfant autiste, d'un grand garçon. Avec Magali Pignard, qui est une femme autiste, qui est créatrice du Tremplin, qui a cofondé le GRAF et qui est aussi maman d'un enfant autiste. Et puis Adeline Lacroix, qui est doctorante, aujourd'hui post-doctorante en psychologie et neurosciences, et qui est aussi une personne autiste. Et donc, on a procédé vraiment par étapes, tout ensemble, avec des visioconférences qui étaient très régulièrement organisées, en utilisant la méthode des 5 doigts, qui est une méthode qui a été validée pour la recherche participative, qui permet aux usagers de participer sans être gênés ou sans être freinés par leurs difficultés de communication au protocole de recherche participative. Alors cette méthode-là, elle est assez simple. À chaque étape, on fait appel donc aux doigts pour dire que l'on approuve, qu'on est emballé mais qu'on n'approuve pas, jusqu'à l'idée vraiment de désapprouver une idée. Parce que le fait de donner son avis, c'est aussi un frein dans la recherche participative, parce qu'il faut pouvoir prendre la parole, il faut pouvoir s'imposer dans une réunion scientifique. Alors c'est pas toujours évident, alors encore moins quand on est une personne concernée. Il faut pouvoir dire non, là je suis pas du tout d'accord, ou oui c'est super, ou bon là j'ai besoin d'explications, sans forcément avoir à s'imposer en termes de communication verbale. Donc la méthode des 5 doigts, un doigt j'approuve, 5 doigts je désapprouve complètement, permet de manière assez simple de participer à toutes les étapes du protocole. Donc c'est une méthode qu'on avait utilisée dans cette recherche. Et on a pu, toutes les 5, co-créer une enquête qui est une vignette clinique. Donc chaque mot a été pensé, toutes les 5, pour qu'on soit absolument d'accord sur chaque mot, qui décrit une mère autiste du point de vue de professionnels en situation d'hospitalisation.
Et donc on s'est beaucoup questionné sur la représentation des parents autistes, sur les représentations que l'on avait. Donc Marine en tant que sage-femme, Daniel, Magali, Adeline et moi-même, on a vraiment co-construit cette vignette clinique pour aller sur des représentations qui soient les plus généralistes possibles et qui nous permettent d'évaluer les besoins des professionnels dans l'accompagnement des parents autistes. Donc il a fallu transformer chaque mot, penser chaque phrase pour utiliser un langage adapté pour les professionnels qui accompagnent ces parents et éviter la caricature. Parce que dans notre description de cette mère autiste, on ne voulait surtout pas faire une caricature de l'autisme, mais véritablement positionner une maman avec son enfant dans un service hospitalier. Et donc, chaque étape a été validée après accord à l'unanimité, et donc je vous ai mis l'escargot, parce qu'on a vraiment été à la vitesse de l'escargot. Mais nous sommes tombés d'accord, et cette enquête est prête à être diffusée. Un autre exemple de recherche participative auquel iMind participe avec beaucoup de plaisir, c'est une recherche qui a été pensée par Marie Pierron, qui est neuroscientifique et qui est positionnée sur le campus d'Orly et qui vise l'étude écologique de la sensorialité des personnes autistes. Parce que c'est vrai qu'on étudie volontiers l'hypersensorialité de manière multimodale en laboratoire, mais on obtient des données issues de la recherche expérimentale qui ne reflètent pas forcément le vécu des personnes autistes en situation écologique lors d'une balade dans la ville. Donc l'idée de Marie, ça a été de co-construire avec les personnes autistes l'idée d'une déambulation dans la ville avec un parcours de lieux multisensoriels avec de nombreuses stimulations et de proposer des enregistrements ainsi que des cotations des personnes en fonction de leur lieu de déambulation pour essayer d'aller au plus près des particularités sensorielles des personnes et de leur difficulté à vivre avec cette sensorialité dans la ville. Parce qu'il nous paraissait indispensable de pouvoir proposer ces évaluations pour adapter éventuellement les villes à l'autonomie et à la qualité de vie de ces personnes. Et donc, les objectifs, ça a été de favoriser la pérédance, d'identifier de manière expérimentale les matériaux et les aménagements qui sont adaptés aux particularités, mais aussi évaluer la perception in situ, avec l'objectif à la fin de mettre à disposition de tous un kit permettant une analyse sensorielle dans les villes, avec l'objectif d'adapter les centres-villes aux particularités de l'autisme, en gardant aussi à l'idée que quelque part, une ville adaptée aux personnes autistes est une ville aussi plus agréable pour les personnes neurotypiques. Parce que finalement, les personnes autistes dans la ville mettent le doigt sur ce qui nous fait souffrir, nous aussi. Trop de bruit, trop de lumière, trop de monde, trop d'odeurs désagréables. Et l'idée de Marie, que vous voyez ici en bas à droite, eh bien, c'est aussi de dire, grâce aux personnes autistes, on va améliorer la qualité de vie dans la ville. Un autre exemple. Donc à Lyon, je m'occupe d'un pôle qui est dédié à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement.
qui est un pôle dont j'ai pris la responsabilité en 2019 et qui était autrefois appelé le pôle des psychoses de longue évolution ou pôle des chroniques ou pôle des psychoses infantiles, et qui était un pôle qui était très hospitalo-centré. Alors depuis, on a essayé de nous ouvrir, donc on a mis l'accent sur l'ambulatoire, les équipes mobiles, mais qui au plan des hospitalisations était le seul pôle de l'hôpital qui n'avait jamais été rénové. C'est-à-dire qu'il y avait eu un grand plan à l'hôpital du Vinatier qui était le plan hôpital 2012, des beaux bâtiments, mais ce pôle des chroniques, eh bien, gardait des unités d'hospitalisation qui étaient délabrées, qui n'avaient pas été rénovées depuis les années 50, avec un long couloir, à droite des chambres avec sanitaire, à gauche des chambres avec douche, et personne n'avait douche et sanitaire dans sa chambre. C'était, je vous assure, épouvantable, et je pense que je garde un traumatisme de ma première visite de ces unités d'hospitalisation, qui n'étaient pas respectueuses des personnes. Et donc, une des premières choses que j'ai pu dire aux soignants et aux personnes qui étaient hospitalisées, parce que c'était tous réunis, c'est de leur dire, je vous promets que nous aurons le plus beau bâtiment de l'hôpital un jour. Alors tout le monde arrive, oui, celle-là, elle arrive. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait. Et donc, grâce au soutien de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et au soutien de la direction de l'hôpital du Vinatier, M. Mariotti, qui était vraiment très soucieux qu'on améliore les choses pour ces personnes, eh bien, on a lancé un concours architectural fin 2021. Alors, on a été content de l'engouement des architectes et des maîtres d'œuvre pour ce projet, puisque 10 ont concouru, on en a sélectionné 3. On a réuni un jury de professionnels, de soignants et de personnes autistes, et on a donc sélectionné un projet. On l'a sélectionné sur des critères de lumière, d'ouverture, de porosité avec l'extérieur. Parce que très souvent, ces unités d'hospitalisation, elles étaient fermées, c'était des pièces sans fenêtre. Il fallait quelque part cacher cette clinique au fond de l'hôpital. Et nous, on a plutôt retenu un projet ouvert, lumineux, mais modulaire. C'est-à-dire la possibilité pour les personnes de s'exposer à la lumière, mais la possibilité aussi d'avoir des espaces de retrait ou de la lumière artificielle modulable. Et l'objectif de notre projet, ça a été d'augmenter la qualité de vie des personnes hospitalisées, mais aussi des soignants. Et ça a été un élément important parce que quand on prend soin des soignants, eh bien, ils prennent mieux soin des soignés. Donc ça a été vraiment un élément important. Et vous avez donc le plan de cette unité d'hospitalisation qui permet vraiment des ouvertures et qui permet aussi d'avoir des espaces de déambulation qui sont très ouverts, très éclairés, des espaces plus sombres. Et puis, on a réussi à... Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, et du coup... Ah. Et donc, on a réussi à faire un bâtiment qui, effectivement, va être un des bâtiments les plus élégants de l'hôpital, qui est totalement arrondi. Ah, ça revient. Bon. Ok. Et donc, qui est un bâtiment totalement arrondi, puisque la question des angles droits, des angles fermés était quelque chose qui était difficile pour les personnes autistes, qui nous ont guidés dans ce projet. Donc ce bâtiment est totalement arrondi. Il présente une ouverture à l'extérieur. Vous voyez là les espaces avec
un jardin sensoriel qui sera proposé pour des stimulations de différentes natures. On a aussi positionné les salles d'activité, les salles Snozelaine à l'extérieur de l'unité d'hospitalisation pour se dire on va faire des activités, on va à l'extérieur pour un temps de Snozelaine, peut-être pour un tout petit début d'inclusion, puisque cette unité d'hospitalisation accueillera les personnes les plus fragiles. On a aussi fait un travail sur l'intérieur avec des alcôves qui permettront aux personnes d'avoir des moments de contenance et d'apaisement. On a travaillé aussi sur des ambiances différentes pour que les personnes puissent avoir des expériences qui soient rassérénantes, puisque une des particularités de notre pôle, c'est de ne pas avoir recours à l'isolement. Donc en 2019, il y avait 5 espaces d'isolement. On les a tous fermés et aujourd'hui, les personnes dans notre unité ne sont plus isolées. Un autre exemple participatif qui a été aussi coporté par le Centre d'excellence iMind, que je trouve vraiment très très sympa, c'est le Ziboulab, donc, qui est un café-boutique galerie d'art participatif qui emploie des personnes avec troubles du neurodéveloppement parmi les plus sévères des plus sévères. C'est-à-dire que souvent, on parle d'inclusion, on parle de travail, mais les personnes les plus sévèrement atteintes, notamment les personnes ayant des troubles du comportement, eh bien, restent les grands oubliés de l'inclusion. Et donc la force de ce projet du Ziboulab, qui a été fait par 4 jeunes hyper dynamiques, Guillaume Bonazzi, Élodie Perrou, Cassandre Talbotier et Zelda Prost, c'est justement de proposer du travail aux plus fragiles. Alors, donc, pour l'instant, c'est encore des manifestations éphémères. Ils viennent de remporter un prix d'un laboratoire d'incubation et donc ils vont pouvoir avoir un local pérenne. C'est l'idée d'avoir vraiment un lieu spécialement adapté à l'emploi des personnes les plus fragiles, notamment des personnes hospitalisées. Et on a réussi à pouvoir faire travailler des personnes qui étaient hospitalisées. Grâce à des tâches aménagées, à des temps de travail ultra adaptables. Si on peut travailler 10 minutes, on travaille 10 minutes. Si on peut travailler une demi-heure, on travaille une demi-heure. Avec un accompagnement au plus près par les professionnels. Et puis, c'est vraiment un lieu d'échange et d'interaction. Donc c'est une boutique qui vend des objets qui sont fabriqués en ESAT et qui s'adresse à la population. Donc on a eu des personnes qui déambulaient, qui sont rentrées acheter des choses vendues par des personnes autistes avec des comportements défis. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très chouette initiative parce que ça nous a permis aussi de remettre le pied à l'étrier de personnes pour lesquelles on était quasiment sans solution. Et notre thérapeutique à nous, ça a été de les mettre dans une boutique. Et ça a marché. Voyez ? Donc là, le jeune homme que vous voyez sur la gauche, qui s'appelle Florian, quand j'ai pris la responsabilité du pôle en 2019, c'était un jeune homme qui était attaché toute la journée. Et était prescrit à l'époque chez lui des temps de décontention. C'est-à-dire qu'il n'était pas contenu, on prescrivait, tiens, on va le détacher une demi-heure, tiens, on va le détacher une heure. Et aujourd'hui, c'est un vendeur dans la boutique. Et il est super content. Et c'est un des meilleurs vendeurs. 5 minutes, parfait, j'ai fini. Allez, on se dépêche. Donc, un exemple aussi d'élément
d'action inclusive. On a co-construit avec des usagers un spectacle à la Fête des Lumières de Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez la Fête des Lumières, hein, c'est un très grand événement qui rassemble des centaines et des centaines de milliers de personnes. Et donc, grâce au soutien de la ville de Lyon, on a pu réaliser ce spectacle qui a été complètement co-construit entre des artistes et des personnes autistes. Et donc, nous avons eu plus de 10 000 visiteurs et ça nous a permis de faire ce projet. Je ne sais pas si on peut le montrer. Il y a une très courte vidéo qui dure 2 secondes. Non, elle passe pas. Bon, j'avais préparé une très très courte vidéo. Donc ce spectacle a été vraiment co-construit avec des personnes autistes. On a reçu le 2e prix de la Fête des Lumières, attribué par France 3. Et on a été l'animation préférée du maire de Lyon, de Grégory Doucet, qui est venu spécialement et qui nous a beaucoup valorisé. Et ça a été vraiment une très chouette expérience. Ah ben voilà. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de très professionnel. Et ça a été donc projeté sur les murs de la Fondation Bulukian, place Bellecour. Et toutes les personnes que vous voyez sont des personnes autistes qui ont été filmées et qui ont... Alors vous n'avez pas le son, mais la musique a été co-construite, la chorégraphie a été faite par les personnes autistes. Et ce sont nos patients que vous... Même la musique a été faite avec eux. Quelques éléments concernant iMind, mais je vais faire très rapide en 2 minutes puisque vous avez la possibilité de nous retrouver sur notre site internet. Donc nous avons été labellisés en 2020 par la délégation interministérielle. Nous sommes plus spécifiquement centrés sur les problématiques des adolescents et des adultes avec l'idée de mettre la science au cœur du soin et de donner la parole aux usagers et de sensibiliser et de déstigmatiser le grand public, la Fête des Lumières étant une de nos actions phares et nous allons continuer puisque nous allons nous installer, nous l'espérons, tous les ans à la Fête des Lumières. Notre comité de pilotage, eh bien, je coordonne iMind avec Angela Sirigu, qui est chercheuse au Centre de neurosciences cognitives, l'Institut Marc Jeanneraud à Lyon. On a un comité de pilotage qui est inclusif avec 8 représentants d'associations, personnes concernées et 15 chercheurs et médecins. On organise des actions de communication, de sensibilisation, des webinaires ainsi que des actions de déstigmatisation. On essaie de se polariser sur une communication qui est positive pour essayer de valoriser des actions qui sont déstigmatisantes, des actions qui donnent une image aussi positive de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. On a sur notre site des pages ressources, un agenda, un blog auquel peuvent participer les personnes concernées. On organise tous les 2 mois un webinaire qui fait toujours débattre un professionnel, un scientifique ou un médecin et une personne concernée. Donc là, par exemple, demain, nous avons un webinaire justement sur la recherche participative avec l'objectif d'instaurer un dialogue avec les personnes concernées. Et on a donc Amélie Soumier, qui est chercheuse, qui va discuter avec Danielle Langlois, qui est présidente d'Autisme France, autour de cette thématique. Vous pouvez trouver tous les replays sur notre chaîne YouTube. On mène aussi des actions grand public. Pour le 2 avril, la journée de l'autisme, on était présent à l'hôtel de Région, on était présent au musée des Illusions de Lyon. On a fait un ciné-relax à Bron, qui était une séance de cinéma où les personnes pouvaient se lever, parler, sortir, s'asseoir, etc., pour favoriser l'accès à tous. On organise le 23 mai une conférence sur la recherche participative entre Stanislas Lyonnais et Joseph Chauvanec au Palais de la Mutualité à Lyon. On essaie aussi de participer à tous les troubles du neurodéveloppement et donc le 10 octobre, on sera présent à la journée de sensibilisation des troubles 10 à l'hôtel de Région.
On organise aussi des événements scientifiques qui sont toujours accessibles à tous, pensés aussi pour les usagers et les familles et qui sont gratuits. Donc notre dernier congrès était dédié à l'inclusion dans la ville. Et le prochain événement qui aura lieu le 6 octobre sera dédié à la prise en charge de l'autisme à travers le monde. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à rester en contact avec nous. Ok. Merci beaucoup et merci d'avoir aussi été si proche du temps, puisqu'il nous reste un quart d'heure pour échanger. Donc ça, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander à Paul-Olivier de nous rejoindre, parce qu'il y a peut-être des questions sur son propos. En tous les cas, ce que vous nous avez énoncé est très réjouissant, parce qu'on a quand même pendant des années connu une recherche qui était un petit peu dans ses sommets et qui était partie inaccessible, pour partie incompréhensible, avec effectivement une dichotomie grave entre les terrains des praticiens, la vie concrète des personnes et puis la recherche. Et là, à travers le réseau et la recherche participative que vous avez évoqué, et les démonstrations concrètes, c'est très réjouissant, et de sorte qu'on serait presque amené à dire que si on veut une société inclusive, on ne peut pas faire sans de la recherche participative. Sinon, on est dans du discours, on est dans de la rhétorique, etc. On est tous pour les sociétés inclusives, mais si on ne se donne pas les moyens de la co-construire, eh bien, ça reste un discours. Et c'est pas suffisant, en tous les cas. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez poser une question, nous avons des petits micros qui se promènent, voilà, grâce à Françoise Fiton, mais voilà. Si vous souhaitez poser une question par écrit, faites transmettre ce petit document jusqu'à moi, voilà, avec plaisir. Alors, moi, j'aurais forcément une ou deux questions. Ça donne envie, et donc du coup, ça donne envie qu'il y ait un après ces conférences. Et on se dit, mais comment on va pouvoir suivre ce que vous faites ? Est-ce qu'à un moment donné, on peut se tenir au courant ? Est-ce qu'on peut participer, être en spectateur, déjà au webinaire, est-ce que je peux regarder ça? Bien sûr. Donc ça sera tout ça sur les diaporamas, on aura les ressources pour le faire. L'intrication de la recherche avec le terrain pratique, ça se développe en France, mais j'ai eu la chance moi d'aller un peu au Québec. Et au Québec, les chercheurs ont quelquefois un temps partiel dans les institutions. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on aille vers cela aussi ? Vous disiez tout à l'heure qu'en Grande-Bretagne, c'était plus avancé. Pourquoi est-on moins avancé ? Voilà, comment lever les freins que vous avez évoqués et peut-être d'autres, parce que je pense que pour les personnes concernées, pour les familles, pour les praticiens, c'est enthousiasmant. Et pouvoir participer à une recherche, c'est peut-être aussi un moyen, des fois, de venir contrarier le sentiment d'usure professionnelle que l'on connaît tous dans nos structures, parce que ça valorise sa pratique, le fait même d'être en coaction avec vous. Et je pense que là, il y a des ressources aussi. On parlait de l'attractivité des métiers, mais et si la recherche, parmi d'autres, était aussi un moyen. Alors, comment on peut vous suivre ? Voilà, pas vous harceler, juste. Et puis, voilà, comment vous imaginez qu'on pourrait aller encore plus loin dans cette démarche participative ? Quels seraient vos vœux en la matière ? Et voilà. Vous avez des micros si vous souhaitez. Madame Atty, vous pouvez aussi répondre, parce que vous êtes aussi dans le labo iMind, je le sais. Voilà. Alors, professeur Biulac. Oui, mais merci beaucoup, madame, mes chers collègues.
Ça m'a fait penser à l'éducation thérapeutique. Vous savez que dans l'éducation thérapeutique, on va même jusqu'à faire en sorte qu'il y ait des patients experts. Avec même pour certains une formation et un diplôme. Il y a 2 ou 3 universités qui donnent un diplôme de patient expert, qui demandent aussi, par exemple, à assister jusqu'aux réunions multidisciplinaires pour le diagnostic. Est-ce que vous imaginez avoir des citoyens experts en recherche? Voilà, c'est tout. Alors, concernant l'idée vraiment de faire participer les chercheurs à la vie quotidienne des personnes concernées, c'est vrai que longtemps en France, alors en France on a quand même un petit peu une tradition paternaliste, c'est-à-dire avec une vision très verticale des choses, en médecine et dans la science, qui aujourd'hui quand même tend à s'horizontaliser. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps en France qu'ailleurs. Un petit peu plus de temps en France qu'au Canada ou qu'en Grande-Bretagne, où cette horizontalisation des rapports entre les usagers et les professionnels est plus avancée que dans notre pays. Chez nous, ça prend un petit peu plus de temps. Mais je pense qu'il faut que les chercheurs sortent de leur laboratoire. Et quand on a des nouveaux chercheurs qui s'intéressent à l'autisme et qui viennent nous rencontrer pour faire des protocoles de recherche, ce qu'on leur dit en premier, c'est « tu viens avec moi en consultation et puis après on discute ». Ou « tu vas à la masse, tu vas dans le FAM et après on discute ». Ça, je crois que c'est important que les chercheurs sortent de leur laboratoire de recherche. Et à l'inverse, je pense que c'est important que le médico-social se sente soutenu par la recherche et peut-être visite les laboratoires, rencontre les chercheurs. Pour que tout ça fonctionne, il faut de la porosité entre les milieux, entre l'hôpital, le médico-social et les instituts de recherche. Et il faut organiser des visites, il faut organiser des réunions ensemble, il faut organiser des vie ma vie, entre guillemets. Un chercheur, nous, on a nos chercheurs, notre statisticien, et il a passé des journées à la masse, quoi. Pourtant, il fait que des statistiques. Et ça a un peu changé sa vision des choses. Il a été à la masse, il a été avec moi en consultation. Et réciproquement, on a des personnes du médico-social qui sont allées visiter l'Institut Marc Jeanneret, qui ont vu le microscope, qui ont discuté avec des chercheurs fondamentaux. Et ça a un peu changé les choses. Donc ça, c'est important. Je crois que ces milieux se rencontrent et se connaissent. Et concernant les patients experts, oui, je suis 100% d'accord. Alors, on a des personnes autistes qui sont des personnes qui sont chercheurs. Donc ça nous aide aussi parce que spontanément, ils sont à la fois concernés, à la fois professionnels. Mais il faut faire monter en compétences et pourquoi pas faire un diplôme, hein, effectivement, créer un diplôme pour la recherche participative des usagers. Ce serait, je pense, quelque chose à envisager. Parce que on ne peut pas dire tout simplement aux usagers, on ne peut pas leur dire tout simplement « bon, venez participer à une réunion de recherche, venez participer à un comité de pilotage ». C'est trop difficile, il faut les former. Et ça, c'est un bel objectif. Moi, si je peux juste ajouter un petit point, moi je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, Caroline. Je pense que il y a une vraie volonté de toutes les communautés, les chercheurs, les associations, les acteurs du médico-social de travailler ensemble. Peut-être que le frein est qu'il manque encore de structure pour assurer ces échanges. Je pense que les centres d'excellence à l'échelle des territoires, c'est une super opportunité pour permettre cela. Il y a aussi des associations qui font le pont entre la recherche et les familles. Moi, je pense à l'ARAPI. L'ARAPI qui organise tous les 2 ans une université d'automne
Moi, j'ai eu la chance d'y participer en tant que jeune chercheur. Moi, je viens du monde de la recherche à la paillasse. Et comme tu l'as dit, moi, durant ma thèse, alors moi j'ai passé ma thèse il y a un petit bout de temps maintenant, mais on voit j'ai quasiment jamais vu un patient, une personne concernée. Et j'ai le souvenir, Catherine m'avait invité à l'université d'automne de la Rapie. J'avais déjeuné à la table des associations. Et je suis sorti de là avec une vision mais complètement changée de l'activité. Et il faut savoir, enfin on est entre nous, hein, mais il faut savoir que les chercheurs, et notamment ceux qui viennent de ma communauté de recherche préclinique, recherche fondamentale, parfois il y a peut-être un peu de crainte de se faire malmener, et ce déjeuner à la Rapie, ça s'est super bien passé. Et ma vision a été complètement transformée. Et donc il faut encourager. Alors moi je parle pour les chercheurs, hein, enfin je représente un réseau de recherche. Il faut encourager les chercheurs vraiment à aller au contact, à la rencontre des familles, des personnes concernées. Il y a des associations qui font ça, et je pense à la Rapie, la Rapie qui fait ça vraiment de manière remarquable. Donc les universités d'automne, c'est tous les 2 ans au Croisic. Voilà, faut y aller. Et, moi je serai à Lyon en mai prochain. On va faire de la pub justement pour vraiment toutes ces structures qui permettent de faire du lien entre les différentes communautés. Il faut pas oublier non plus les acteurs du médico-social. Je crois que la recherche, j'en parlais hier avec Séverine Récordon, que la recherche est aussi un moyen de valoriser le travail de ces personnes, qui font un travail assez formidable dans des conditions qui sont souvent vraiment compliquées. Donc je pense qu'il y a une collaboration à faire. Je pense qu'un deuxième point, c'est... tu as parlé, Caroline, de formation. Tu as parlé de la formation des personnes concernées. Je pense qu'il y a un vrai besoin de formation des chercheurs aussi sur la recherche participative. Il y a des communautés de recherche qui sont extrêmement avancées. Tu as parlé du sida. Dans le champ des troubles du neurodéveloppement, c'est le tout début. C'est le tout début, et je crois qu'il y a un vrai besoin aussi de formation des chercheurs, avec un frein. Tu as parlé de slow science, tu as complètement raison. Il faut savoir que pour le chercheur, la slow science, elle est très très peu valorisée. Les jeunes chercheurs notamment, s'il y en a présents dans la salle aujourd'hui, des postes, il y en a très très peu, c'est extrêmement compétitif, et ces projets de recherche participatifs qui sont primordiaux, ils sont très très peu reconnus. Donc si je peux lancer aussi et je sais qu'il y a des services, notamment chez Cossin de l'INSERM, le service Sciences et Société porte ce message auprès des instituts de recherche de réaliser vraiment un travail pour valoriser ces projets de recherche, parce que ça reste un frein pour beaucoup de chercheurs qui ne vont pas s'impliquer dans ces projets-là, parce que ça sera pas valorisé dans leur carrière. Voilà. Oui, je voulais ajouter que cette question, elle concerne aussi les directeurs et tous ceux qui sont à la tête des établissements de recherche. L'INSERM, le CNRS, l'INRAE, le CEA, qui sont nos tutelles du GIS, et qui doivent être mobilisés sur cette question de la valorisation. Parce que cette slow science, elle aboutit à ce que c'est décourager les concours pour progresser dans la carrière de chercheur se font sur une évaluation de la qualité de la recherche, de sa pertinence, mais aussi de la production. Et bon, c'est tout, ça crée des inégalités, ce qui fait que pour attirer de très bons chercheurs vers nos sujets, il nous faut aussi que nos tutelles soient sensibilisées et qu'elles actent vraiment l'évaluation de cette recherche participative au même titre. On parle souvent d'argent, mais c'est pas de l'argent, c'est vraiment de la reconnaissance. Donc vous voyez, ce sont des leviers clés pour lesquels je suis évidemment très active. Et pour la première fois depuis 40 ans, j'ai pu monter sur l'estrade à l'invitation du directeur général de l'INSERM pour parler de la recherche participative au directeur des unités nationales. Et ça s'est passé il y a un mois, quoi. Vous voyez,
ça fait 40 ans que ça dure. Donc, on a gagné. Mais il faut continuer. Il faut permettre aux chercheurs un peu de changer d'attitude, de posture, qui descendent un petit peu de leur nuage, du ciel des idées. Mais je crois qu'il y aurait aussi dans le champ de la formation des travailleurs sociaux, des métiers de l'accompagnement ou de l'encadrement, nécessité de mettre ne serait-ce qu'un séminaire de 2-3 jours sur la recherche dans les formations initiales, de manière à ce qu'on sache ce que c'est, l'importance que ça peut avoir, l'enthousiasme que ça peut générer, et qu'on soit comme dans une forme naturelle presque, d'appétence à l'égard de la recherche. Je crois qu'il y a des deux côtés, il y a un investissement qui soit plus fort, et à la fois du côté des chercheurs, à la fois du côté des praticiens, avec pour enjeu effectivement de se rencontrer autour d'une préoccupation de recherche qui soit commune et qui associe tout le monde. Alors, j'ai un petit mot. Bonjour. Je suis TSA et je vis avec ma compagne qui est aussi TSA. Ma compagne regrette souvent de ne pas avoir sa propre chambre. En tant que personne TSA, nous avons souvent besoin de nous isoler. Je regrette que des logements sociaux ne nous soient pas proposés avec 2 chambres, dans le cas où on serait en couple TSA. Cela contribuerait énormément à entretenir notre couple. Voilà, une question qui peut d'ailleurs se déployer pour tous les 3, hein, puisqu'on parle d'architecture et on a discuté de ça hier soir. Je ne sais pas qui veut répondre ou apporter peut-être un point de vue. Je pense que c'est très important que l'architecture s'adapte aux besoins des personnes TSA et pas que les personnes TSA, toutes les personnes avec des troubles du neurodéveloppement. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on a souvent tendance à construire des cubes pour tout le monde et à ne pas prendre en considération les petites... Enfin, Encore plus et à ne pas prendre en considération les spécificités pour les personnes TSA. Donc oui, pas que la chambre en fait. Il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en considération, toutes les variables architecturales, mais aussi le sens de l'orientation. Voilà. Voilà, une société inclusive, ça prend en compte effectivement ces petites préoccupations du quotidien, mais qui ne sont pas des petites préoccupations, mais de grandes préoccupations. J'ai bien apprécié aussi dans le cadre de votre exposé l'idée de valoriser plutôt ce qui va bien que ce qui ne va pas bien. C'est moi le maître du temps. C'est ça. Il y en a qui me connaissent, alors ils sont inquiets. Également, la place de l'art, on a vu tout à l'heure, la place de l'art dans l'art soigne, ça prend soin. Voilà, alors, je vais donc vous proposer maintenant, en remerciant et Caroline Demilly et Paul Olivier et Agérati qu'on retrouve après la pause, je vais vous proposer une petite pause. Alors une petite pause, c'est 12 minutes.